Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers camarades, je vous souhaite, au nom de l'ensemble des militants de la CGT Communauté Urbaine, la bienvenue pour notre 4e colloque. Les 3 premiers avaient été consacrés à la place du travail dans la société. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder collectivement les thèmes du service public, le travail dans la démocratie, le service public dans le cadre d'une politique libérale, et ce, dans un environnement de crise financière qui s'est transformé en crise économique et en crise sociale. Environnement marqué aussi par la fameuse RGPP, la RGPP, la révision générale des services publics, des politiques publiques. Concept, méthode et politique qui va beaucoup plus loin que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, mais qui est bel et bien la réduction du champ d'intervention de l'État, mais aussi la réduction du champ d'intervention des collectivités territoriales. Nous avons la chance et le plaisir d'avoir des intervenants de bonne qualité, très bonne qualité. Ce matin, nous pouvons écouter M. Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique dans le gouvernement de François Mitterrand et artisan de la loi portant statut général de la fonction publique. Anicet Le Pors est docteur d'État en sciences économiques et ancien membre du Conseil d'État. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Il sera suivi par M. Sidi Mohamed Barkat. Il est philosophe et enseignant-chercheur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est aussi ancien directeur de recherche au Collège international de philosophie. Vous avoir parmi nous est un honneur et à vous aussi, merci d'avoir répondu à notre appel. Cet après-midi, nous aurons le plaisir d'entendre Michel Chauvière. Il est directeur de recherche au CNRS et membre du Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques, le fameux CERSA de l'Université Paris 2. Vous avez pris du temps pour venir nous honorer de votre présence et mettre en débat votre savoir. Je vous en remercie. La dernière intervention sera celle de M. Maurice Chauvet. Il est maire adjoint d'Orly, mais ce n'est pas à ce titre qu'il est parmi nous, c'est au titre de membre de l'Observatoire du service public. Et un salut tout à fait particulier pour votre autre casquette, qui est celle de membre très actif de cette force qui est devenue dans notre pays la Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics. Bonjour, Monsieur Chauvet. La conclusion de nos travaux ce soir sera faite par Bertrand Blindoer, secrétaire général de la CGT Communauté Urbaine de Strasbourg. Comme les années précédentes, vous pourrez à l'issue de chaque contribution de nos invités prendre la parole pour poser des questions ou faire des remarques. Un dernier mot sur notre colloque. Il repose, comme les années précédentes, sur le triptyque. Premièrement, des intervenants extérieurs à la CGT, et ce, afin de pouvoir confronter les idées. Deuxièmement, un accès ouvert à toutes celles et tous ceux qui ont décidé de venir. Troisièmement, la gratuité totale pour chaque personne qui souhaite rentrer dans cette salle. Quant à l'esprit qui doit guider nos travaux, je pense que c'est celle de l'écoute de l'autre et de la tolérance mutuelle. Je vais maintenant passer la parole à l'un des principaux artisans de cette journée. Il s'est décarcassé et a passé beaucoup de son temps, notamment de son temps libre, pour que cette édition 2012 puisse devenir un succès. Je veux parler de Christian Goffer. À toi, Christian. Merci, André. Camarades, chers collègues, mesdames et messieurs, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être revenus aussi nombreux, aussi nombreuses pour participer à ce 4e colloque organisé par la CGT. Permettre la réflexion, porter le débat hors des lieux habituels, ouvrir nos préoccupations de militants à des non-syndiqués, nous paraît effectivement important, et peut-être d'autant plus important qu'il s'agit aujourd'hui de débattre du service public, c'est-à-dire d'un sujet qui concerne les usagers, les résidents de l'ACUS, les agents, et nous pourrions dire les citoyens, tous les citoyens. Il se peut en effet que le service public ait quelque chose à voir avec la démocratie,
avec la citoyenneté, avec le travail. Nous y reviendrons, je l'espère. Le thème de ce colloque a cependant une origine particulière. C'est notre bureau syndical qui l'a suggéré lors de l'une de ses réunions, car nous débattions au sein de notre collectivité, pourtant de gauche, nous débattions de politique que l'on retrouve sous d'autres formes au niveau national, conséquences de la RGPP, externalisation, privatisation de services, stabilisation des effectifs, redéploiement, des sujets, vous vous en doutez, qui ne sont pas simples. Maintes fois dans nos débats, nous avons buté sur une définition claire et cohérente du service public, sur les différentes manières de remplir des missions de service public, sur notre vision du service public attaché à la régie interne, comme on dit chez nous. Quelle est notre légitimité? Quel sens ont nos prises de position? Ce n'est pas toujours si simple de se battre pour garder en régie un service ou une activité. En effet, en quoi ferions-nous mieux le travail que les camarades du privé? Peut-être. Peut-être ne s'agit-il pas de faire mieux, mais de faire autrement. Cela mérite pour le moins débat et réflexion. Toutefois, nous avons fini par convenir qu'à la base du service public, il y avait avant tout des hommes et des femmes et une certaine vision du monde, une certaine vision de l'organisation du travail et surtout, peut-être d'abord, une volonté politique. Aujourd'hui, le service public représente encore en France un pan entier de notre activité économique qui n'est pas entre les mains du privé, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à une façon de travailler qui vise de façon prioritaire, voire unique, la production et la maximisation du profit par la maîtrise des corps, mais aussi des esprits. Le service public, c'est le bien commun géré dans l'intérêt général, et la fonction publique, avec ses 36 000 collectivités, contribue à faire vivre un système démocratique que le gouvernement est en train de tailler en pièces. Réforme de la taxe professionnelle, réforme territoriale avec création des métropoles, réforme des conseillers généraux et territoriaux, diminution de leur nombre et par ailleurs mise à mal du CNFPT et bientôt une subordination des subventions des collectivités à des critères de gestion dictés par le gouvernement. Dans toutes ces réformes, la CGT, il faut le dire, a parfois du mal à s'y retrouver. Elle évolue dans un contexte mouvant, défendant aujourd'hui un nouveau statut du travailleur salarié. Il y a effectivement 19% de contractuels dans la fonction publique territoriale, alors qu'il y a quelque temps encore, nous revendiquions un autre partage des outils de production. On parlait de l'expropriation du capital et de la conquête du pouvoir par la classe ouvrière. Ce temps semble loin, mais qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que c'est la réalité économique qui a changé ou la façon de tronquer le langage pour en parler autrement? La réalité économique a certes évolué, mais vers un libéralisme total sous l'égide du divin marché, censé s'autoréguler par la magie d'une main visible. Les gouvernements libéraux qui se sont pliés au libéralisme ambiant sont allés tellement loin dans la déconstruction de toutes les règles que même les patrons de hier sont remplacés par des financiers ou par des ordinateurs qui œuvrent à court terme, mettant mal notre appareil de production. Nous constatons à tous les niveaux le retour de la horde barbare avec l'imposition de la loi du plus fort, du plus performant. Des projets, des organisations mortifères sont mises en œuvre de façon subtile sous la forme de promesses d'avenir et d'une vie meilleure, dans une politique obscène que l'on nous assène de mille et une manières sur un mode marketing jusqu'à dans l'organisation de nos entreprises et collectivités. Nous subissons tous les jours la nouvelle religion de la liberté totale des échanges avec la mise à mal du rôle de l'État et la mise en place d'une politique d'oppression-répression de plus grand nombre. Jetons un regard sur nos frères grecs qui ont créé la démocratie pour nous rendre compte combien le nouveau Dieu du marché met par la force le peuple fidèle à genoux. Chez nous, dans ce désastre libéral, la stigmatisation de l'étranger cède peu à peu la place à celle du pauvre. Et notre intelligence sociale est tout particulièrement mise en danger. Michel Chauvière développera ce point jusqu'au nécessaire chemin de résistance.
Ça craque en effet de partout, la révolte gronde, les initiatives locales se multiplient, jusqu'à faire dire dans Le Monde du 15 novembre 2011 à Klaus Schwab, président depuis sa création du fameux Forum de Davos, les protestations sur toute la planète sont dangereuses si elles se transforment en lutte des classes. Et encore, toujours le même, nous devons abandonner les excès du capitalisme pour revenir à une économie de marché dans laquelle la responsabilité individuelle et l'engagement social ne sont pas simplement de vains mots. La peur de la misère et de ses conséquences a de multiples facettes. La peur peut changer de camp. En effet, pourquoi ne faudrait-il plus parler de la réalité? Pourquoi ne faudrait-il plus parler de la lutte des classes? Les changements évoqués dans la mise à mal du service public ne sont pas exhaustifs et leur vitesse de mise en œuvre est vertigineuse, quitte à bâcler des lois. Nous pouvons en effet ajouter le rapport Silicani, la privatisation de France Télécom, de la Poste, de la SNCF, d'abord le fret et à présent le transport de voyageurs, la mise en place de la LOLF au 1er janvier 2006, depuis relayée par la RGPP, dont nous connaissons les désastres. Devant tous ces changements, nous avons besoin de faire une pause, de nous retrouver entre nous, de penser nos plaies, puisque combat il y a eu. Et celui des retraites n'est pas une entière défaite, et nous dirons même qu'il était teinté d'un espoir intact, puisque le peuple se souviendra du déni de démocratie de l'actuel gouvernement, de ses provocations, mais surtout des immenses manifestations unitaires et pacifiques qui, semaine après semaine, n'ont jamais rien perdu de leur vitalité, ni en participant, ni en détermination. Cependant, nous avons besoin de réfléchir, de nous parler, de nous concerter et de revenir aux sources de notre statut. C'est pourquoi je voulais remercier tout particulièrement d'être venu M. Anicet Le Pors, car qui mieux que lui, ministre de la fonction publique et des réformes administratives de 1981 à 1984, père de l'actuel statut des fonctions publiques d'État, des collectivités territoriales et hospitalières, qui mieux que lui pourrait nous permettre de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la volonté et au sens de la création de la fonction publique. Mais je tenais tout aussi vigoureusement à remercier messieurs Sidi Mohamed Barka, qui nous parlera du travail et de son rapport avec la démocratie, Michel Chauvière, qui fera le lien entre la casse du modèle social et la casse du service public, et Maurice Chauvet, qui nous parlera de l'avenir du service public, car le service public n'est pas sans avenir. Il me faut aussi remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à l'organisation et au déroulement de ce colloque. Je pense bien sûr à Sonia, Gilles, Séverine et tous les autres que je ne pourrais pas citer, mais sans qui ce colloque n'aurait pas eu lieu, ou du moins pas dans d'aussi bonnes conditions. Pour finir, un rappel, André Henck est chargé de l'animation de ce colloque, mais il fera aussi ce que nous avions convenu d'appeler l'année dernière avec Dominique Lullier, souvenez-vous-en, le sale boulot, c'est-à-dire celui de veiller au temps qui passe et qui forcément passe trop vite dans ce type de rencontre. Il veillera donc à la répartition du temps de parole et au respect des horaires. Pour finir, je souhaiterais rendre hommage à notre syndicat, à la CGT, de permettre pour la 4e fois l'organisation d'une telle manifestation, de ce type de rencontre où le débat est véritablement prioritaire. J'adresse nos amicales salutations à Philippe Forcoffer, responsable du collectif fédéral Santé, Travail et Action Revendicative, ainsi qu'à Serge Dufour, intervenant lors des 2 derniers colloques, puisqu'ils nous font tous deux l'amitié d'être parmi nous. N'oublions pas de mentionner la présence de la librairie Quai des Brumes, présente lors des derniers colloques, car elle a préparé pour nous aujourd'hui un panel de livres en rapport avec nos préoccupations. Merci. Cher Anicet, pour que chacun comprenne bien ce que ça signifie pour nous militants que de vous avoir ici aujourd'hui, je voudrais vous dire d'abord, en 1981, pour ce qui me concerne, j'avais pile poil 30 ans. Le 10 mai 81, après un court suspense sur l'écran de TF1, est apparue la photo de François Mitterrand. Nous avions un président de gauche.
Pour les générations nées après la guerre, c'était une première. Nous avions connu Coty, De Gaulle, une petite bouffée de liberté en mai 68, vite refroidie par une vague de droite énorme aux législatives qui ont suivi, puis Pompidou, puis Giscard, rien que de la droite. Et donc ce 10 mai 1981. Quelques semaines après les législatives, et c'est l'entrée au gouvernement de 4 ministres communistes, dont Anicet Le Pors. Et en juillet 1983, la refonte totale du statut des fonctionnaires datant de 1946 pour les fonctionnaires de l'État. Et nous qui étions des communaux, sans vraiment être des fonctionnaires, puisque nous le disions entre nous, assimilés fonctionnaires. Et donc dans la foulée de la loi de 1983, nous sommes devenus, le 26 janvier 1984, des fonctionnaires territoriaux à égalité de droits et de devoirs avec ceux de l'État. Aujourd'hui, lorsqu'on va sur Légifrance, ce qui est mon cas à peu près une fois par semaine, et qu'on consulte la loi de 1983, elle est intitulée sur ce site officiel « Loi dite Le Pors ». Vous êtes donc déjà rentré dans l'histoire. Je vous passe la parole. Je ne sais pas si je dois me réjouir d'être déjà entré dans l'histoire, car ça vous met un coup de vieux dont on aura peut-être du mal à se rétablir. Non, chers amis, chers camarades, merci de m'accueillir, merci aux organisateurs de m'avoir demandé de venir parler de quelque chose qui bien sûr me tient à cœur, le service public et la fonction publique. Comme point de départ, je prendrai l'article 20 de la Constitution actuelle qui est ainsi libellé. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l'administration. À s'en tenir à la lettre, on pourrait considérer que l'administration n'est qu'un instrument passif du pouvoir exécutif et que, partant de là, les fonctionnaires ne seraient que des sujets de cet exécutif. Ce que traduisait bien d'ailleurs une phrase de Michel Debré en 1954 lorsqu'il écrivait « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ». Je prends cette phrase comme une définition du fonctionnaire sujet. Non pour dire du mal de Michel Debré, qui était attaché au service public à sa façon, mais parce qu'il traduisait une conception qui avait plus d'un siècle et demi, c'est-à-dire une conception hiérarchique de la fonction publique. Or, on sait aujourd'hui que l'administration a son autonomie propre de démarche, même si elle est au service de l'exécutif, et que les fonctionnaires doivent être reconnus comme des citoyens à part entière pour assumer pleinement leurs responsabilités de serviteurs de l'intérêt général de l'État et des collectivités publiques. Alors, pour traiter du thème qui m'a été proposé, service public, fonction publique, enjeux politiques, ce qui tombe assez bien dans la conjoncture actuelle, j'essaierai dans un premier temps de resituer tous ces concepts dans l'histoire. Il me semble indispensable de savoir d'où tout cela vient pour, de manière lucide, conduire le changement. Ensuite, j'essaierai d'analyser l'offensive actuelle contre le service public et contre la fonction publique. Et pour terminer, j'essaierai d'éclairer, afin d'ouvrir la discussion, les lignes de force d'une contre-offensive possible et nécessaire. Alors, s'agissant de l'histoire de tous ces concepts que je viens d'évoquer, certains de mes collègues au Conseil d'État font remonter le service public à l'empereur Hadrien, sous l'Empire romain. Personnellement, moi, je préfère prendre comme point de départ Philippe le Bel, à la fin du XIIIe siècle, qui décide de la création du Conseil d'État du roi. Quelle est son intention ? Son intention est de considérer que les affaires du royaume ne peuvent pas être traitées par les tribunaux ordinaires de droit commun, mais que parce que les affaires du royaume constituent une catégorie éminente, supérieure à tout autre intérêt, eh bien, il doit être traité cet intérêt, on disait le bien commun, on ne disait pas encore
intérêt général par une instance spéciale, le Conseil d'État. La monarchie, ensuite, sous sa forme absolue, se dotera d'une administration forte, structurée, centralisée. La Révolution française posera quelques principes dont je continue de me réclamer aujourd'hui. Excusez-moi. Voilà la chose qu'il ne faut pas faire, mais que j'ai oublié de faire. Ensuite, tout au long du XIXe siècle, prévaudra une conception autoritaire du service public. Néanmoins, cette expérience déjà longue conduira notre pays sous différentes formes, à réfléchir à la notion de service public, et il se créera à la fin du XIXe siècle une école française du service public à laquelle nous continuons de nous référer. Le débat se poursuivra tout au long du XXe siècle et je cite comme repère important, bien entendu, le statut de 1946 sur lequel je reviendrai. À travers tout ce parcours se forge d'abord une certaine idée de l'intérêt général, dont s'occupent les économistes comme les juristes. Les économistes, notamment les économistes néoclassiques, s'efforcent de définir l'intérêt général en considérant que si chacun, de manière rationnelle et parfaitement informé, et dans des conditions de concurrence parfaite, poursuit son intérêt particulier, alors on aboutit nécessairement à l'intérêt général. Mais ils ne sont parvenus, ce faisant, à définir que ce qu'on appellerait un optimum social, ou, ce que disent les économistes, la préférence révélée des consommateurs. Or, le citoyen ne se résume pas à un consommateur ni à un producteur. Donc, échec sur le plan économique pour définir l'intérêt général. Les juristes ont été plus prudents et ont considéré, le juge administratif, qu'il revenait au pouvoir politique de définir l'intérêt général dans le cadre d'un débat démocratique. Néanmoins, à travers sa jurisprudence, il a su repérer des activités relevant de l'intérêt général. La défense nationale, la justice, la continuité des services publics. On retrouve cette idée d'intérêt général dans les notions d'ordre public, de déclaration d'utilité publique. Le juge administratif en a fait aussi un usage dans l'application du principe d'égalité, considérant que par des discriminations positives ou des actions positives plutôt, on pouvait déroger à l'égalité juridique stricte, mais que cette dérogation devait ne pas porter un préjudice excessif aux intérêts privés et être proportionnée à la dérogation que l'on voulait apporter à la règle d'égalité juridique. Je m'en tiendrai à cela pour ce qui concerne l'intérêt général, mais la question, puisqu'il s'agit d'enjeux politiques que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit maintenir une conception de l'intérêt général qui est d'une nature différente des intérêts particuliers? Est-ce que, contrairement à l'idée qui prévaut dans la plupart des pays anglo-saxons, on doit dire non, l'intérêt général, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est une catégorie qui est différente, éminente. Le cœur de l'intérêt général, c'est le service public. C'était à l'origine une notion simple. On disait qu'il y avait service public lorsqu'il y avait précisément une mission d'intérêt général, une personne morale de droit public et un droit et un juge administratif. L'école française de service public en avait tiré un certain nombre de conséquences, que c'était par l'impôt que l'on devait couvrir le service public et non pas par les prix, comme dans la sphère marchande. C'est une idée qu'il faudrait rappeler davantage, je pense, aujourd'hui. Qu'il y avait ce qu'on appelle des prérogatives de service public. C'est-à-dire que la responsabilité des collectivités publiques pouvait n'être appelée qu'en cas de faute d'une certaine gravité. C'était donc une notion simple qui s'est complexifiée au fil du temps en raison même du succès rencontré par cette notion de service public.
Le public s'est mis à faire du privé, à travers la régie par exemple. Le privé s'est mis à faire du public, à travers la concession ou bien, ce qui est à la mode aujourd'hui, la délégation de services publics. Et partant de là, la frontière entre les sphères privées et publiques est devenue plus floue. Et conséquence importante, alors que c'était par la loi que le service public était régi jusque-là, de plus en plus le contrat a fait irruption dans le champ du service public. Et la contradiction a été poussée à son paroxysme lorsque, dans les débuts de la construction de l'Union européenne, on s'est aperçu que nous étions à peu près les seuls en Europe à penser de cette façon. Et cela s'est traduit dans les traités actuels. À l'article 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est indiqué que la règle, c'est la concurrence. L'article 106 prévoit des sanctions contre les États qui ne respectent pas cette règle, notamment dans le cadre du développement de leurs services d'intérêt général. On ne parle pas de service public dans les textes européens. Donc c'est cette fameuse règle de la concurrence libre et non faussée que l'on connaît aujourd'hui. Le Conseil d'État, il y a une quinzaine d'années, avait fait un rapport dans lequel il disait « La communauté européenne, on ne parlait pas d'Union européenne à l'époque, fait pire que d'être hostile au service public, elle l'ignore. » Alors depuis, face aux réalités et à l'existence de services d'intérêt généraux dans tous les pays, néanmoins, les choses se sont un peu modifiées. Et on admet aujourd'hui, à travers la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que les activités privées, lorsqu'elles sont en présence d'une mission de service d'intérêt général, ne doivent pas lui porter un préjudice excessif et doivent respecter ces missions d'intérêt général. C'est à l'Europe que l'on doit aussi ce découpage du service public des télécoms en service universel, qui est le minimorum du service public, mission d'intérêt général et service obligatoire, donc découpage en 3 morceaux. Néanmoins, ne disons pas trop de mal de l'Europe. Il existe dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne un article auquel je suis tout spécialement attaché, qui est l'article 345, au terme duquel il est dit « Le présent traité ne préjuge pas le régime de la propriété dans les États membres ». Ce qui veut dire qu'il n'existe pas dans les textes juridiques européens d'hostilité de principe à la propriété publique. Et donc j'en tire comme conséquence, c'est que les nationalisations sont possibles, voire même l'européanisation de certaines activités. La question qui se pose néanmoins, c'est est-ce que l'on doit conserver cette conception du service public qui est la nôtre ou se fondre dans des concepts qui ont progressivement été définis dans les textes européens à partir des services d'intérêt généraux qui se résumaient jusqu'au traité de Lisbonne aux services d'intérêt économique généraux. Le traité de Lisbonne, dans un protocole numéro 26, a introduit les services non économiques d'intérêt généraux sans changer rien au fond véritablement. La fonction publique maintenant, qui est au cœur du service public et en constitue la partie principale. Elle a une histoire qu'il convient de résumer rapidement également. Je disais que la Révolution française avait avancé un certain nombre de principes, mais qu'elle n'a pas eu le temps d'appliquer. Et la fonction publique au cours du XIXe siècle a été marquée essentiellement par l'impulsion que lui a donnée le consulat et l'Empire, c'est-à-dire une conception autoritaire du service public. Les fonctionnaires et leur situation étaient largement ignorés dans ce contexte, ce qui n'était pas contradictoire, ou l'était, mais de manière constructive, avec cette naissance de l'école française du service public à la fin du XIXe siècle. Il n'en reste pas moins que les fonctionnaires avaient peu de droits et répondaient parfaitement, à l'époque, à la définition que je rappelais tout à l'heure de Michel Debré. Peu à peu, néanmoins, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, s'est créé
tout un ensemble jurisprudentiel reconnaissant des droits aux fonctionnaires. Droit d'accès au dossier dans le cas de mise en cause disciplinaire, possibilité de détachement, réglementation des rémunérations, etc. etc. Et c'est constitué donc ce qu'on a pu appeler, ce que les juristes ont appelé, un statut jurisprudentiel. À côté de ce statut jurisprudentiel, les gouvernements successifs de la première moitié du XXe siècle ont essayé d'avancer l'idée d'un statut, mais pour réglementer la conception hiérarchique de l'administration. Ce qui a conduit les syndicats et organisations de fonctionnaires pendant toute la première moitié du XXe siècle à être hostiles à un statut des fonctionnaires. Ils dénonçaient l'idée d'un statut carcan. Et de fait, le premier statut général des fonctionnaires, contrairement à ce que nous-mêmes nous disons souvent, n'a pas été le statut de 1946, c'est un statut de 1941, pris par Vichy, comme application de la charte du travail qui avait été installée alors. C'est dire combien le statut de 1946 a été une véritable révolution dans les mentalités des fonctionnaires, puisqu'elle prenait le contre-pied de tout ce qui avait été la position du monde associatif et syndical jusque-là. Il faut l'expliquer sans doute par les conditions exceptionnelles de la libération et par le rôle joué par la CGT et la CFTC à l'époque, mais surtout la CGT, sous la conduite d'un ministre qui était Maurice Thorez, vice-président du Conseil. Michel Debré aussi a participé à l'élaboration de ce statut de 1946 qui, quand on le relit aujourd'hui, évidemment, met en évidence de nombreuses lacunes parce qu'il était marqué par les idées et les possibilités du temps. En 1959, je me souviens avoir vécu cette époque, de grandes craintes se sont levées face à l'arrivée de Gaulle au pouvoir, des craintes concernant la remise en cause de ce statut. Il ne l'a pas été, il a été affaibli dans certains domaines, mais c'est surtout le fait que la Constitution de 1958 a opéré un partage différent de ce qui existait avant entre le champ de la loi et du contrat pour conduire à une nouvelle rédaction du statut général des fonctionnaires sans qu'il soit remis en cause. Et puis on en arrive, bien entendu, à la période qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la période 81-84. La période 81-84 a été une période importante et si nous sommes parvenus à l'architecture dont on a parlé tout à l'heure, c'est surtout du fait que le président de la République et Gaston Defferre, à l'époque, ont décidé de faire de la loi de décentralisation, qui sera la loi du 2 mars 82, une des premières initiatives du nouveau pouvoir. Et comme cette loi prévoyait en son article 1er des garanties statutaires pour les personnels qui étaient jusque-là dans les collectivités territoriales en situation ambiguë, et géré par le livre 4 du Code des communes, une bataille s'est dès le départ engagée entre Gaston Defferre, qui était pour des garanties statutaires qui auraient amélioré le livre 4 du Code des communes, et moi-même qui, parce que j'étais originaire de la fonction publique de l'État, tenait à cette conception de ce qu'on appelle la fonction publique de carrière, opposé à une conception qui était défendue à l'époque donc par Gaston Defferre, la fonction publique d'emploi, beaucoup plus vulnérable, et que l'on définissait alors par quand vous passez un concours, vous n'êtes pas sûr d'être nommé, quand vous êtes nommé, vous n'êtes pas sûr de faire carrière, et si votre emploi est supprimé, vous pouvez être licencié. Telle était la position à l'heure actuelle, à l'époque des gens qui défendaient la conception de la fonction publique d'emploi. J'ai eu une certaine chance dans le fait que Pierre Mauroy, qui était un fonctionnaire, qui était un syndicaliste, a arbitré en faveur d'une fonction publique de carrière. Et ça a donné lieu à l'architecture sur laquelle je ne m'étendrai pas, que vous connaissez, c'est-à-dire une architecture unifiée par des principes, d'abord, que j'ai défendus jusqu'à aujourd'hui, principe d'égalité d'accès aux emplois publics, sur la base de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
Principe d'indépendance fondé sur le système de la carrière. Le fonctionnaire est propriétaire de son grade si l'emploi est à la disposition de l'administration. Principe de responsabilité. Le fonctionnaire doit être un agent public citoyen à part entière sur la base de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'où cette architecture d'une fonction publique à 3 versants, avec un titre premier qui réunit les droits et obligations de tous les fonctionnaires, avec un titre 2 concernant les fonctionnaires de l'État, 3 territoriaux, 4 fonctionnaires hospitaliers. Il faut voir dans une perspective historique à quoi correspond ce changement. Au début du XXe siècle, il y avait 200 000 fonctionnaires. Lorsque le statut de 46 a été créé, il y avait 1 million de fonctionnaires dont la moitié était en réalité des contractuels de droit public. Quand je suis arrivé au gouvernement, il y avait 2 100 000 fonctionnaires, tous fonctionnaires de l'État. Lorsque je l'ai quitté, il y avait, non pas par augmentation du nombre de fonctionnaires, mais par regroupement des catégories que j'ai évoquées tout à l'heure, 4,6 millions de fonctionnaires. Il y en a aujourd'hui 5,3. Le statut de 1946 comportait 146 articles législatifs. Le statut de 1959 en comportait 57. Aujourd'hui, il y a, dans le cadre d'une codification qui a été lancée par les lois de 2007 et 2009, on parle d'un statut de 1600 articles législatifs et 6000 articles réglementaires. C'est dire que la place que tient aujourd'hui ce dispositif juridique et partant de là, la place que tiennent les fonctionnaires dans la population active. Si on ajoute aux 5,3 millions un petit million de fonctionnaires, d'agents publics sous statut des entreprises publiques, on aboutit donc autour de 6 millions d'agents publics, soit le quart de la population active française. C'est une exception considérable. Et la question qui se pose, là aussi enjeu politique, est-ce que nous tenons à cette spécificité, tenant à la fois au principe, mais aussi à la place des fonctionnaires et plus généralement des agents de service public en Europe? C'est l'ensemble de cette construction qui est aujourd'hui mis en cause et c'est le deuxième volet de ce que je voudrais dire ce matin. Le philosophe Marcel Gauchet, auquel je fais référence souvent car je pense que sa réflexion intéressante, a écrit il y a quelque temps: la stratégie initiale du sarkozysme, c'est la banalisation de la France. Et je crois que c'est une appréciation assez juste, car on a souvent l'impression, face aux interventions de ce pouvoir, qu'il ne voit dans les spécificités produites de l'histoire de France que des anomalies. Anomalie, ce pays qui a 36 000 communes, c'est-à-dire autant que tout le reste de l'Europe. Anomalie, ce pays qui, seul, dans l'Union européenne, a écrit la laïcité dans sa constitution. Anomalie, ce pays qui se prétend toujours terre d'asile. Donc il s'agirait de gommer ces anomalies et de mettre la France aux normes de ce qui existe d'une manière générale en Europe. Il n'y a plus dans ces conditions ce que l'on trouvait sous De Gaulle, la planification ardente, obligation. Il s'agit plutôt d'une sorte de pragmatisme destructeur. Je voudrais le montrer dans 3 volets: la réduction des dépenses publiques, les attaques contre le service public et la fonction publique, et enfin la réforme des collectivités territoriales. Tout ceci, bien entendu, étant donné l'importance de ces sujets d'une manière très rapide. La réduction de la dépense publique. Je crois qu'il faut affirmer d'abord que la France n'est pas suradministrée. Une étude du Conseil de stratégie, d'analyse stratégique plutôt, qui a remplacé le commissariat général du plan, a montré que pour 1000 habitants,
il y avait en France 93 agents publics. L'étude a gommé les aspects statutaires qui ne permettraient pas de comparaison internationale, mais c'est basé sur l'argent dépensé pour la rémunération d'agents publics. 93 donc agents publics en France pour 1000 habitants. C'est exactement le même chiffre que celui que l'on calcule pour le Royaume-Uni. Le pays qui utilise le moins de fonctionnaires, c'est le Japon, 41 pour 1000. Celui qui en utilise le plus, c'est le Danemark, 146 pour 1000. La France se trouve également tout près de l'Allemagne, un peu au-dessus. Donc il n'y a rien d'extravagant dans cette conclusion. De la même manière, on met souvent en cause le poids des rémunérations des fonctionnaires dans le budget national. Il n'a pratiquement pas changé depuis 30 ans. Et il représente toutes fonctions publiques confondues, 12,8% du produit intérieur brut, plutôt en baisse. Donc dans ces conditions, on a argument pour contester ce qui est dit dans cette vaste opération de réduction de la dépense publique. La question n'est pas récente. Je me souviens vaguement, mais je me souviens quand même qu'au lendemain de la Libération, il y avait eu une loi de dégagement des cadres qui avait conduit à la constitution de ce qu'on avait appelé à l'époque la commission de la hache. Le but était le même, la réduction de la dépense publique, mais là au moins on annonçait la couleur. Comme fonctionnaire du ministère des Finances dans les années 60 et 70, j'ai participé comme acteur à la définition de ce qu'à l'époque on a appelé la rationalisation des choix budgétaires, la RCB, qui était basée sur l'idée que la présentation du budget en titres et en chapitres était trop mécanique, trop tirée vers une conception de moyens, et qu'il fallait finaliser davantage en missions, programmes et actions. J'en étais tout à fait partisan de cette rationalisation. Et j'ai beaucoup travaillé dans une atmosphère d'ailleurs qui était celle des années 60 et en particulier de 68, où à la direction de la prévision du ministère des Finances, nous avions poussé l'enthousiasme jusqu'à définir RCB par révolution cubaine au budget. Alors chacun sait que ça ne s'est pas fait, sinon ça se saurait. Il y avait donc là beaucoup d'illusions et la RCB a fini par disparaître ou évoluer à travers les notions d'évaluation que l'on retrouve encore aujourd'hui. Lorsqu'est survenue la LOLF, j'ai reconnu dans la LOLF personnellement beaucoup de traits de la RCB. Il y avait 146 missions, 34 missions, 146 budgets de programme et 620 actions ponctuelles. Et donc, l'a priori était un jugement favorable. Et je n'ai pas vu, comme d'ailleurs à peu près tout le monde, qu'il y avait un ver dans le fruit qui s'appelait fongibilité asymétrique. Alors c'est un nom barbare, mais qui dit une chose simple. Avec des crédits d'emploi, on peut faire du fonctionnement et de l'investissement, mais pas l'inverse. Ce qui fait que l'emploi est toujours perdant. Ce qui fait que aussi la LOLF, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'a rencontré aucune opposition au Parlement, d'aucun parti. Mais aujourd'hui, on est en mesure de constater la nocivité et puis le fait qu'elle annonçait une opération d'une ampleur beaucoup plus grande à travers la révision générale des politiques publiques. Cette révision générale des politiques publiques ne se soucie pas de rationalité. Elle a accumulé près de 600 mesures qui sont autour uniquement des mesures de pénurie de la dépense publique qui n'ont aucune cohérence entre elles. Avec cette mesure emblématique qu'est la suppression d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Mais ça n'est peut-être pas la marque principale de cette révision générale des politiques publiques, et je voudrais attirer l'attention sur quelque chose dont on a peu parlé. C'est le démantèlement de ce que j'appellerais l'administration rationalisante. La DATAR,
qui était un organisme qui présidait à l'aménagement du territoire, a été supprimé en 2005. Le commissariat général du plan aussi. Le Conseil national d'évaluation des politiques publiques aussi. Le Haut Conseil des entreprises publiques également. Le Haut Conseil de la coopération internationale également. Des administrations ont été déplacées, coupées en deux, l'INSEE, les archives de France, etc. En bref, tout ce qui était encore instrument de rationalisation de la politique publique a été démantelé sans que l'on réagisse beaucoup, il faut le dire. Autrement dit, on a voulu abroger ce qui aurait pu être considéré comme la main visible de l'action publique pour laisser toute la place à la main invisible du marché. C'est là aussi un enjeu sur lequel il faut revenir. La fonction publique, maintenant, a été, bien entendu, attaquée. Il faut dire que, et il serait injuste de considérer que l'opération service public et fonction publique est la seule responsabilité de Nicolas Sarkozy. La loi Galland du 13 juillet 1987 est revenue sur l'édifice statutaire de 1983-1984, avec notamment une attaque contre ce qui était de fait le maillon faible de la construction, la fonction publique territoriale, en réintroduisant notamment la liste d'aptitudes dans les recrutements. Mais ensuite, il y a eu la réforme de la Poste et de France Télécom sous un gouvernement de gauche en 1990, la loi Eiffel en 1994, la privatisation d'entreprises publiques à la fin des années 90, dont Air France sous un gouvernement de gauche. Un rapport du Conseil d'État en 2003 dans lequel il est écrit qu'il faut faire du contrat il faut donner une source autonome du droit de la fonction publique, et jusqu'aux lois plus récentes de 2007 et de 2009 sur la mobilité et la modernisation de la fonction publique. Et puis, à peine élu, Nicolas Sarkozy a cru pouvoir déclencher, à partir d'un discours du 19 septembre 2007 à Nantes, une révolution culturelle dans la fonction publique, pour la mise en œuvre de laquelle il a diligenté un livre blanc de Jean-Ludovic Silicani, dont les caractéristiques sont qu'il oppose à la loi le contrat, à la fonction le métier et à l'efficacité sociale la performance individuelle. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la crise de 2007-2008 et le fait que l'opinion publique et nombre de commentateurs ont souligné que le service public et la fonction publique, qui ont en France, comme je l'ai dit, une grande ampleur, jouaient le rôle d'un amortisseur social du point de vue de l'emploi, du point de vue du pouvoir d'achat, de la protection sociale et des retraites, et aussi d'un point de vue éthique face à l'immoralité spectaculairement affichée par le système financier. Ce qui fait que pour le moment, cette révolution culturelle a trouvé ses limites, même si le projet demeure et sera probablement poursuivi juste tant que ce pouvoir sera en fonction. Alors la question que je voudrais soulever, c'est cette constatation simple. Chaque fois qu'un gouvernement de droite succède à un gouvernement de gauche, il n'hésite pas à s'attaquer à ce que le gouvernement de gauche a fait. Mais quand un gouvernement de gauche succède à un gouvernement de droite, il ne touche à rien. Alors question, qu'est-ce qui se passera après le mois de mai 2012 ? Je laisse la question en l'état pour que, le cas échéant, vous y répondiez. Troisième volet, la réforme des collectivités territoriales. Bon, j'insisterai peu car je pense que vous êtes au fait de la question puisque c'est sur ce terrain que les choses se développent vous concernant plus spécialement. Je voudrais simplement dire que c'est un changement qui est technique, comme on l'a souligné, mais qui est aussi profondément idéologique. Dans son discours de Saint-Dizier du 19 septembre 2009, Nicolas Sarkozy a dit « Il faut désormais renoncer aux circonscriptions et aux frontières pour faire prévaloir les pôles et les réseaux ».
C'est un changement d'optique considérable, où finalement on invoque l'extérieur pour réformer l'intérieur au nom de la compétitivité. Et puis il a son exemple du millefeuille, pour considérer qu'il faut tailler dans l'organisation administrative de la France. Mais en fait, il n'y a pas 1000 feuilles, il y a 6 niveaux déterminants dans l'organisation spatiale de la France. La commune, l'intercommunalité, le département, la région, la nation et l'Europe. 3 de ces niveaux sont politiques, la commune, le département et la nation. 3 sont à dominante économique, l'intercommunalité, la région et l'Europe. Qu'est-ce qui doit l'emporter, le politique sur l'économique ou l'inverse? Un démocrate répond, c'est le politique qui doit l'emporter. Les conséquences de cette réforme territoriale, dont les points forts sont la création du conseiller territorial avec réduction du nombre des élus locaux, atteinte à la parité femmes-hommes, bipolarisation accentuée, moindre liaison avec la population, la réduction des moyens à travers la suppression de la taxe professionnelle qui n'est pas remplacée par des ressources pérennes, et puis l'émergence d'un personnage important qui est le préfet de région, qui, au-delà de toutes les implantations ministérielles locales, serait en relation directe avec l'exécutif, ce serait un véritable proconsul. Il y aurait donc diminution du nombre de fonctionnaires territoriaux, précarisation par développement de la contractualisation et vraisemblablement développement du clientélisme. Voilà, me semble-t-il, mais l'on pourra revenir sur cette dernière partie, notamment dans la discussion, ce qui caractérise la politique actuelle et qui nous invite donc à réfléchir aux conditions d'une contre-offensive. J'avancerai simplement pour ouvrir la discussion de 3 idées. La première, c'est qu'il ne faut pas négliger le terrain des valeurs. Le pouvoir actuel s'en préoccupe. Le rapport Silicani, pour moitié, est consacré à un inventaire des valeurs dont il ne tire aucune conséquence, mais qui sert d'alibi, en quelque sorte, le légitime à parler au nom de sa conception de l'intérêt général. Je crois qu'il faut défendre notre conception de l'intérêt général dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il faut défendre les valeurs du service public et les principes qui ont été dégagés au fil du temps, égalité, continuité, adaptabilité, égalité, indépendance et responsabilité pour la fonction publique en général. Et puis, s'agissant de la réforme territoriale, avancer le respect difficile et contradictoire entre le principe d'unité de la République et de libre administration des collectivités territoriales, qu'on n'a jamais bien su équilibrer depuis la Révolution française. Plus généralement, il me semble que cette histoire et l'offensive qui s'est développée au cours des dernières années doit nous conduire à constater que ce pouvoir méconnaît l'histoire, la rationalité et la morale, et que cela ouvre pour le peuple les moyens d'une réappropriation de son histoire, de la démarche scientifique et de la morale républicaine. Je crois également qu'il faut se donner des moyens nouveaux, et là, il y a des chantiers à ouvrir. Ces moyens, bien entendu, ce sont ceux de la revendication syndicale. Et là, je ne m'avancerai pas, n'ayant pas de responsabilité dans ce domaine. Mais il y a des chantiers, à mon avis, qu'il faudrait réouvrir. Ceux, par exemple, des reclassements indiciaires, du dialogue social, de l'idée de double ou de multi-carrière, de place circonscrite des contractuels dans la fonction publique, etc., etc. Je crois également qu'il faudrait développer une réflexion plus générale encadrant ces réflexions particulières sur le service public concernant la planification qu'il conviendrait de restaurer, l'idée de nationalisation complètement abandonnée aujourd'hui,
et replacer cette réflexion du service public, de la fonction publique et de la réforme territoriale dans le cadre d'une réflexion plus générale sur les institutions. Et il y a un point que je voudrais souligner tout particulièrement, d'abord parce que la CGT, dans son dernier congrès confédéral, l'a mise en avant, et parce que j'ai des réserves sur la manière dont elle le traduit, mais que je vous soumets tel que c'est, très franchement, c'est cette idée d'un statut du travail salarié. Je crois que c'est la formule qu'utilise la Confédération, que je n'ai pas bien compris dans un premier temps, mais qui a été expliqué dans un numéro du Peuple de juin 2008, me semble-t-il, et qui me semble avoir comme expression qu'il faudrait aller vers une certaine unification des positions statutaires des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sous forme d'une généralisation des conventions collectives dans le cadre de laquelle la situation des fonctionnaires des trois fonctions publiques trouverait leur place, mais d'une manière beaucoup moins différenciée qu'elle l'est aujourd'hui, puisque le statut place les fonctionnaires dans une situation statutaire et réglementaire. C'est un problème difficile, objectivement, à résoudre, car il faut à la fois assurer la promotion de tous les salariés dans notre pays, bien sûr, mais je crois aussi, et je suis attaché pour ma part, au respect de la spécificité du statut des agents publics et des fonctionnaires notamment. Pourquoi ? Parce qu'ils servent quelque chose qui est spécifique, l'intérêt général. Alors quel équilibre trouver entre cette promotion générale et le maintien d'une spécificité du statut des fonctionnaires? Le débat peut s'ouvrir et je suis prêt à y participer, mais ce à quoi je ne suis pas prêt à participer, c'est à une dilution de la position statutaire des fonctionnaires dans l'ensemble du monde salarial. Or, il me semble que la CGT a fait de grands pas dans cette direction que je critique pour ma part. Enfin, je voudrais terminer pour dire que s'il est bon et nécessaire de défendre le service public, je crois qu'il est surtout utile de le situer avec les valeurs que je viens d'indiquer, avec les moyens et une réflexion approfondie que j'ai soulignée, dans une perspective qui me semble une perspective très positive. Nous entrons dans un XXIe siècle qui est un siècle où ce que j'appellerais l'an commun croît. Des problèmes nouveaux, à l'évidence, vont appeler des solutions de caractère mondial. Et la mondialisation n'est pas seulement celle du capital. C'est aussi celle qui conduirait à protéger l'écosystème mondial, à résoudre le problème de l'eau au niveau de l'ensemble de la planète, à gérer, ce qui est déjà le cas, de très nombreux services publics au niveau mondial. La circulation aérienne, la météorologie sont des services qui sont déjà largement mondialisés. Il y a aussi Internet, le développement des ONG. Il y a aussi de très nombreux textes juridiques internationaux, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, et de multiples conventions, comme celle sur l'asile que j'applique aujourd'hui en tant que juge de l'asile. Il y a donc tout un ensemble à la fois matériel, superstructurel, qui manifeste déjà une mondialisation avancée. Et puis l'idée progresse dans les esprits également. On voit par exemple Edgar Morin qui parle de terre-patrie et qui, comme je le pense également, analysant la situation actuelle comme une situation de transition, parle de métamorphose. Les poètes écrivains antillais Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant parlent de définir un manifeste des biens de haute nécessité. Et l'Église catholique elle-même, dans ses travaux de Vatican II, a évoqué les biens à destination universelle. Tout cela veut dire quoi? Tout cela veut dire que ce XXIe siècle va être le siècle du développement des interdépendances, des solidarités, de ce que nous appelons, nous, service public. C'est donc dans cette perspective, me semble-t-il, qu'il faut situer de manière audacieuse notre réflexion pour que ce XXIe siècle soit, parce que nous en aurons eu la conscience et la volonté, l'âge d'or du service public. Je vous remercie.
Alors, on est parti pour une demi-heure de débat. Ceux qui souhaitent la parole le manifestent en levant la main. S'il y en a trop, on prend des bulletins, etc. Sinon, si c'est gérable comme ça, on fait comme ça. Alors, qui? Je sais que c'est difficile, le premier ou la première. Bonjour. Je voulais poser une question donc à Nicey-le-Port. Aujourd'hui en Alsace, qui est malheureusement en terre d'expérimentation des politiques les pires, il y a sur la table la question du Conseil unique d'Alsace. Où justement vous parliez des trois échelons très politiques, la commune, le département, la nation. Et là, en faisant un conseil unique d'Alsace et en progressivement en fusionnant les deux départements à terme, on va arriver quand même à ce que vous décriviez, donc à quelque chose de plus technique et de moins politique. Quelle est votre appréciation sur cette question? Il y a d'autres demandes de parole pour l'instant? Sinon, on répond à la première question, sinon on prend par tranche de 3. C'est plus simple. Amandine Fontbaron. Je suis avocat et je m'occupe de dossiers, en fait relatifs à la fonction publique. J'aurais une question donc sur cette distinction entre fonction publique de carrière et fonction publique d'emploi, car je peux constater au niveau des contentieux que l'on peut avoir cette dissolution en fait du statut du fonctionnaire et notamment de la nécessité de protéger les contractuels. Qui sont également, depuis les dernières réformes, notamment sur le recours à l'intérim, on sent qu'il y a quand même une perte de ce statut et on sent que même au niveau des juridictions administratives, ça a tendance également à tatillonner. Et on se trouve à un carrefour, donc je souhaiterais également que M. Nicey-le-Port prenne position par rapport à ça, sur d'une part le problème des contractuels, sur le problème du recours à l'intérim qui va poser de grandes questions et de grandes difficultés, je pense, sur ces prochaines années. Et d'accord. En fait, je voulais donc avoir l'avis de M. Nicey-le-Port sur plusieurs questions, donc à la fois sur la nécessité de définir un statut particulier pour les contractuels de la fonction publique, sur le recours à l'intérim qui va poser de grandes difficultés, de grands contentieux à mon avis durant les prochaines années ou les prochains mois, et donc sur cette dissolution du statut de la fonction publique qu'il convient également de redéfinir. Je crois qu'on va se mettre à répondre. Juste une précision, si c'est sur les détails très techniques du Conseil unique d'Alsace, je peux répondre sur la spécificité alsacienne. Sur la globalité, on a déjà discuté hier soir, Alice va vous répondre, etc. Donc je propose qu'on réponde sur les deux questions, puis on verra après s'il y a d'autres questions. Oui, lorsque j'ai entendu parler de cette initiative, je me suis dit que c'était probablement une initiative avant-coureur, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on anticipait finalement sur les conséquences que pourrait être l'installation des métropoles et des pôles métropolitains qui auront pour effet de déstabiliser les frontières actuelles des départements et des régions. Et je me suis demandé si ça n'était pas une sorte de tentative expérimentale pour remettre en cause précisément cet échelon que j'ai qualifié de politique, qu'est notamment le département. Alors, je n'ai pas de point de vue catégorique sur la question, car je crois qu'il ne faut pas se mettre dans une position, ne serait-ce qu'en raison de la conclusion de mon exposé liminaire, il ne faut pas se mettre dans une position de blocage systématique de toute transformation structurelle. Mais je pense d'une part que ce n'est pas le bon moment, au moment où on essaye d'installer une réforme des collectivités territoriales qui, à mon avis, est contraire à la démocratie, de réaliser ce type de novation. Donc, ma position actuelle serait plutôt négative à l'égard de cette démarche.
sous réserve d'une réflexion plus générale sur ce que pourrait être une réforme des collectivités territoriales. Mais comme chacun sait, l'Alsace, c'est spécial. Donc il y a là peut-être un sentiment local, si vous voulez, qui va contre le fait que... contre les principes généraux. Mais c'est vrai, c'est comme si vous m'aviez posé une question sur la laïcité, j'aurais été obligé de la spécifier en parlant de l'Alsace. Là, c'est un petit peu la même chose. Sur, peut-être que tu veux intervenir sur... Oui, juste une précision sur le Conseil d'Alsace. Une grande question qui nous préoccupe, notamment dans la mesure où je suis au Conseil économique et social, c'est que la loi a prévu des dérogations réglementaires. Et dans le document qui a été soumis aux 2 conseils généraux et au conseil régional le 1er décembre, de ce qu'ils ont intitulé le Congrès d'Alsace qui s'est réuni, figure explicitement cela comme étant une demande. Il n'y a rien, par exemple, sur la fiscalité, rien du tout. Par contre, cette question-là est avancée fortement, et notamment avec des arguments du style pour réduire l'écart de compétitivité entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg, il nous faut des dérogations réglementaires. Et une autre remarque de même genre, consistant à dire dans le droit fil du statut local, du droit local qui existe déjà, allons dans cette démarche-là pour des dérogations réglementaires. Certains disent, alors avec un problème qui se pose, c'est que au niveau national, sans qu'il y ait fusion, beaucoup aujourd'hui se prononcent, notamment dans les partis, et le Parti socialiste a pris position là-dessus, se prononcent pour ce droit pour les régions, même s'il n'y a pas fusion. Et je crois que ça va être un gros débat à mettre sur la table, qui est jusqu'où peut aller une dérogation réglementaire dans le cadre des lois de la République. Voilà. Je vous laisse continuer sur la fonction publique de carrière. La deuxième question, c'était pour thème, me semble-t-il, sur la place des contractuels dans la fonction publique. Alors, juste une explication sur l'intérim. Il y a, je pense que vous savez, dans la fonction publique territoriale, la possibilité éventuellement de faire appel à l'intérim, ce qui n'existait pas auparavant. On avait des contrats saisonniers. Non, mais il y a une dérive complète sur cette question. Mais c'est une histoire récurrente qui m'a créé moi-même une très grande difficulté en 1981-82. Je rappelle cela en anecdote. Comme syndicaliste à l'époque, j'avais comme manie, quand je pensais qu'une revendication était mûre, de la traduire en proposition de loi. Alors j'écrivais une proposition de loi et je la faisais déposer par les partis qui voulaient bien la déposer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et j'avais fait en particulier une proposition de loi pour la titularisation des contractuels de la fonction publique. Alors évidemment, je l'avais faite dans une optique revendicative, on titularisait tout le monde. Alors quand j'ai été nommé ministre, évidemment, les syndicats sont venus en disant « tu as fait une proposition de loi, maintenant t'appliques ». Mais évidemment, le but de la proposition de loi n'était pas la même selon qu'on est ministre ou qu'on n'est pas ministre, Ce qui fait que ça a traîné. C'est devenu la loi du 11 juin 83. On a perdu à peu près 1 an. Et donc, elle est entrée en vigueur dans des conditions moins favorables qu'elle n'aurait dû. Ensuite, quand on a fait le statut général, et notamment le titre premier, nous n'avons pas exclu qu'il puisse y avoir des contractuels dans la fonction publique. Seulement, on en a circonscrit la définition d'une manière très très stricte. Et depuis, ça n'a cessé d'être modifié par des dérogations qui ont augmenté les effectifs. Je crois qu'il y a 1 million de fonctionnaires, de contractuels sur les 5 millions dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça fait à peu près 20%. C'est un dérapage qui est tout à fait inadmissible. Et ça rejoint le problème, malgré tout, que j'ai évoqué tout à l'heure sur la comparaison entre les 2 salariats du secteur public et du secteur privé. Si on estime que c'est indifférencié, alors il n'y a qu'à laisser faire, effectivement. Et introduire des CDI, des CDD, des CDI dans la fonction publique et en multiplier le nombre. Ou bien on s'en tient à une définition stricte, à savoir que les emplois permanents doivent être tenus par des fonctionnaires titulaires. Voilà, c'est ça le principe. Et ne limiter qu'à des cas tout à fait limités, très, très, très étroits, le recours au personnel contractuel. Alors, dans la fonction publique territoriale, effectivement, il y a une mentalité qui fait que les élus ont tendance à
pour résoudre des problèmes immédiats à recruter sans se référer excessivement à ces principes et à cette règle que je viens de poser. D'ailleurs, je dois dire, je ne sais pas si pour vous ça évoquera des choses très concrètes, c'est que quand on a mis en place cette fonction publique à 3 versants, j'ai eu des discussions avec l'ensemble des associations nationales d'élus et aucune n'était véritablement très chaud pour reconnaître comme fonctionnaires les fonctionnaires territoriaux. Parce qu'ils voyaient là un encadrement de leur pouvoir local. Je dis bien aucune association. Et l'un des grands problèmes, me semblerait-il, c'est de développer un champ revendicatif qui fasse converger à la fois la position des fonctionnaires, des élus et de l'opinion publique. Et ça, c'était pas très bien réalisé en 83-84. Et dès qu'il y a eu l'alternance en 86, eh bien évidemment, on est revenu sur ce qui avait été fait en 83-84 et on a redéplacé le curseur plus en faveur des élus. D'ailleurs, il y a eu très peu de réactions à l'époque. En Conseil des ministres, lorsque le titre 3 est passé en Conseil des ministres, le titre 3 qui deviendra la loi du 24 janvier 84, je crois, c'est ça, hein ? Il y a eu un fonctionnaire qui faisait le compte-rendu du Conseil des ministres, qui était en dehors de la table des ministres, qui est venu me voir après le Conseil et qui m'a dit, c'était une position extrême, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, je le connaissais d'avant, moi je veux garder le droit de mettre mon poing dans la gueule d'un cantonnier qui se saoule. Ouais. Voilà. Il a connu ensuite une carrière assez brillante, sénateur d'Auvergne, il porte des bretelles, je ne dirais pas qui c'est. Oui, on connaît. Voilà. Juste une remarque par rapport à ce que vous disiez sur l'intérim. On constate pour l'instant peu d'intérim encore. Par contre, on constate un autre mécanisme pernicieux dans les collectivités territoriales, c'est l'arrivée des vacataires en masse. Et là, de plus en plus de tribunaux jugent que doivent être transformés en postes permanents et donc titularisables, etc. On en a de plus en plus des vacataires, de plus en plus. Et on avait fait un jour à la communauté urbaine un tableau, parce qu'on en avait besoin avec l'administration, quels sont les devoirs et les droits selon le statut. Et on avait mis une colonne pour le titulaire, une colonne pour le stagiaire, une colonne pour le non-titulaire et une colonne pour le vacataire. Et alors, droit à avantage ou droit en toute nature, etc., il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans la colonne droit pour un vacataire. Et c'est un véritable scandale, certain. Et dans une grande ville comme la communauté urbaine de Strasbourg, nous avons des vacataires à temps complet qui sont là tout le temps, etc. Et qui sont obligés d'aller voir le syndicat en secret, pour nous faire part de leur situation, tellement ils ont peur. C'est ça la situation aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Alors, j'ai déjà Maurice Chauvet et Bertrand Blindoer, et j'ai une intervention là. On va prendre les trois en même temps, si on peut. Michel. Ah, Michel. Attends, non, oui. Donc, on commence par Maurice Chauvet, ensuite là, et la troisième là. Michel, tu as vu là? Il fait que jouer avec le micro, comme un bébé. Allez. Oui, moi, je voudrais simplement... Toi, tu as un micro là. Hein? Vas-y. Je voudrais rebondir sur la réforme des collectivités territoriales. Elle a plusieurs volets. Pardon. C'est bon là? Oui. Ouais. Excusez-moi. Alors, il faut que je parle plus, que je fasse le crooner. Je voudrais rebondir sur la question de la réforme des collectivités territoriales, qui a plusieurs facettes. Hein, cette réforme qui se conjuguent, qui sont en interrelation les uns aux autres. Mais il est bon de rappeler que cette réforme des collectivités locales, elle fait partie de la réforme de l'État lui-même. Hein, il y a une relation. Alors pourquoi on dimensionne, et d'abord comment on redimensionne le périmètre des collectivités territoriales, tant au niveau géographique qu'au niveau politique?
et institutionnelle. C'est que le schéma, c'est qu'on efface, il y a une tendance à effacer la commune pour des intercos, pour des métropoles, des mégalopoles, tout ce que vous voulez. Et c'est pareil pour le département, il y a une tendance à l'effacement du département en faveur de la région. Et la région, il faut comprendre qu'elle est un pivot dans l'organisation politique néolibérale à la fois de l'Europe et de tous les pays européens. Pourquoi ? Parce que, si on regarde de près, elle est devenue le centre de gravité de la réorganisation des services déconcentrés de l'État. C'est l'Europe. Et elle est, au niveau européen, le relais de proximité des politiques européennes. C'est-à-dire qu'il y a une mise en phase. Et d'ailleurs, quand Sarkozy a lancé la réforme des collectivités territoriales, il a déclaré « Je veux mettre la France au standard européen ». Alors ensuite, il y a une raison à cela. C'est qu'il y a une volonté, donc à la fois politique, on est dans la démocratie, c'est-à-dire qu'on restreint les pouvoirs, on les contient, etc. Mais il faut se rappeler, sur cette organisation, on l'a oublié, M. Raffarin, quand il a été nommé Premier ministre en 2002, si mes souvenirs sont exacts, il a pris un tableau, il vous a redessiné une carte de France avec les grandes régions. Il s'est fait remballer parce qu'il est allé trop vite. Tout n'était pas en phase, etc. La réforme de l'État n'était même pas engagée, qu'il présentait celle des régions. Mais c'est ça qui est en train de se dessiner. Alors ça a une dimension politique éminente. C'est-à-dire qu'on redessine la France, parce que ça ne se pose pas qu'en Alsace, votre problème. Moi, j'étais en Normandie récemment pour un événement comme ça. Ça se pose aussi là-bas. Il y a des pressions très fortes pour que les régions soient redimensionnées. Et on redessine en fait les régions de la féodalité. On redessine au niveau européen un fédéralisme qui reprend les formes de la féodalité. En Allemagne, ça a été plus simple parce que l'histoire de la constitution de l'État allemand s'est fait à partir des grands lands. En France, on les a effacés par l'État centralisateur. On a essayé de gommer un peu ça en redécoupant en départements, qui a permis une plus grande proximité. Il faut avoir ça en tête. Alors, ça a une raison, ça, ce redimensionnement des collectivités territoriales. C'est trop long à le développer là, mais j'ai un document que je pourrais passer, une étude qu'on a faite, c'est que, en fait, on redécoupe, on redimensionne les collectivités locales aux dimensions requises pour la viabilité économique et financière des réseaux de services. Réseau de transport, ce qu'on appelle dans la nouvelle langue actuelle du management, les services urbains. On ne parle plus de services publics. On parle de services urbains et interurbains. Pourquoi ? Parce que vous avez... Et toute cette organisation est à destination de ce que j'appelle une opération main basse sur les services urbains et interurbains, c'est de favoriser l'intervention des groupes privés de services. Voilà, je pourrais le développer, mais l'explication est là. Sinon, il n'y a pas... Anicet Leport faisait la remarque en disant « je ne m'y retrouve pas dans toutes les réformes ». Mais si, il y a une cohérence remarquable entre les réformes. C'est ça qui donne leur force. Alors elles sont présentées d'une manière disséminée pour que effectivement on ne s'y retrouve pas, mais sur le fond, quand vous recollez les morceaux du puzzle, vous retrouvez la cohérence des choses. Et la cohérence, c'est que ces opérateurs entendent capter dans l'idée d'une généralisation du commerce des services, de privatisation des services, de capter ces réseaux. Et pour qu'ils soient viables économiquement, mais surtout financièrement, il faut qu'ils aient une certaine dimension. Alors, ça arrive à un moment donné où vous avez il y a besoin pour que ce soit viable économiquement, qu'il y ait une densité et une dimension critique pour réaliser cette viabilité économique. Sinon, on ne comprend pas la concomitance avec la RGPP et surtout ce que j'appelle la RGPPP,
c'est-à-dire la règle générale des partenariats public-privé. Hein, c'est arrivé au même moment. Voilà. J'interviens pour deux choses différentes. D'abord, signaler à André Henck, au niveau des vacataires, que la ville de Strasbourg a des vacataires dans le domaine culturel qui ne sont pas payés, qui n'osent pas aller voir les syndicats parce qu'ils ont peur de ne pas être repris. Voilà, donc c'est juste pour signaler. Également, reprendre l'idée qui avait été émise par Anis Leport au sujet de faire converger les intérêts des fonctionnaires, enfin des fonctionnaires territoriaux, des élus et de l'opinion publique. En fait, l'idée de l'opinion publique est un peu vague et en plus, en ce moment de démocratie de type sondagier, c'est pas quelque chose de très fiable. Par contre, je pense qu'il va falloir aller de plus en plus, que ce soit au niveau territorial ou au niveau national, vers un fonctionnement des services publics alliant les travailleurs du service public, des fédérations d'usagers et des élus. Et il faudrait travailler à la manière dont ça peut fonctionner. Parce que quand je discute avec des collègues ou des amis sur la fonction publique, tout le monde pense à la manière dont, dans les années 80, France Télécom avait des tarifs très élevés dont on ne sait pas du tout comment ça fonctionnait et qui donnent l'illusion que la concurrence a fait baisser les tarifs. Donc je voudrais savoir s'il y a des travaux déjà particuliers à ce sujet. Bertrand. Oui, moi, ce sera pas une question, simplement une remarque. Deux, on va dire. J'ai d'abord adoré l'histoire de celui qui voulait mettre un coup de poing dans la gueule au cantonnier qui se saoule. J'ai presque envie de l'inviter parce que je connais certains petits villages ici où il y aurait quand même du boulot. Alors je voulais simplement, entre parenthèses, dire ça. Sur autre chose, on a beaucoup évoqué les valeurs dans ce que tu as donné dans ton exposé. Je veux dire, les valeurs, c'est quelque chose d'important. Hein. La société, elle vit, elle a des valeurs ou elle n'a pas de valeurs. Et lorsque tu dis à un moment, lorsqu'un gouvernement de droite arrive après un gouvernement de gauche, il casse ce qui a été fait. Lorsqu'un gouvernement de gauche arrive après un gouvernement de droite, il ne touche rien. Je veux dire, ça demande, c'est un autre problème. Ça demande aussi qu'on définisse d'autres valeurs, de savoir ce que représente encore réellement aujourd'hui pour les Français, pour la société, les valeurs de gauche et les valeurs de droite. Je crois que devant des questions comme ça, ça demanderait qu'on ait un autre colloque pour évoquer ce genre de choses-là. Mais je crois que c'est bien là-dessus que ça repose. Aujourd'hui, on ne peut pas être consommateur de la gauche ou consommateur de la droite sans avoir d'idéal de société. Or, aujourd'hui, on se retrouve régulièrement, on n'est pas content de la droite, eh bien on la vire, on met la gauche. Et quand on en a marre de la gauche, eh bien on met la droite, sans que derrière se dessine un idéal de société. Ça, c'est un véritable problème. Et je pourrais retourner ça à la sauce syndicale aussi. Et on le vit bien aujourd'hui aussi. Dans le syndicalisme aujourd'hui, on se retrouve avec de nombreux syndiqués, d'abord beaucoup de non-syndiqués, et ensuite de nombreux syndiqués qui sont devenus des syndiqués consommateurs. Et si ça ne me plaît pas, ce que la CGT va me dire, eh bien je change de crèmerie. Et si FO, ce qui dit ne me plaît pas, eh bien je change de crèmerie. Moi je crois qu'on a un débat de fond, c'est de savoir, avant d'appliquer des valeurs à la gauche et à la droite, de dire quelles sont les valeurs que la société s'applique à elle-même. Et au-delà de ça, je crois qu'après, on pourra répondre à la question, qu'est-ce qui est une valeur de gauche, qu'est-ce qui est une valeur de droite. Michel, tu lui redonnes juste un point. Essaye de me reformuler en une seule fois la question par rapport à ce que tu disais avant. De quelle question? Par rapport à l'unité par rapport à la convergence avec les gens du privé. Moi, j'ai pas compris ta question. Qui, moi? Oui. Dans ce que tu disais. disais. C'est pas une convergence avec les gens du privé. Pardon? C'est pas une convergence avec les gens du privé. Ouais. Je posais la question d'imaginer un fonctionnement du service public où les usagers auraient un droit de regard. D'accord. J'ai pas parlé
Ok. C'est pas du tout la question. Hein. Bon. Juste deux précisions. Bertrand, s'il y a un colloque de cette nature-là, ce que ferait la gauche ou la droite, on pourrait le faire juste avant les législatives. Moi, je me souviens très bien d'un épisode que j'ai vécu moi-même et qui conforme pleinement ce que vient de dire Anissé avant par rapport au problème que tu poses quand la gauche arrive. En 1988, la gauche, il y avait juste un intermède là où la loi Galland est passée, entre 86 et 88. En 88, la gauche revient. Baillet devient ministre de la fonction publique. Je l'ai rencontré au nom de la Fédération des services publics et je lui ai demandé est-ce que vous remettez en cause maintenant la loi Galland, puisque nous, la loi Galland, nous avons tous été contre. Et il m'a dit mais on n'a pas été élus pour faire du ping-pong législatif. Et c'était une illustration et la loi Galland est restée dans la loi et ça confirme aussi autre chose qu'a dit Anissé Le Pors, dont je suis intimement persuadé aussi. Les élus n'ont pas vu d'un bon œil le statut de la fonction publique territoriale. C'est clair. C'est clair. Je te laisse la parole. Un mot sur l'expérimentation, dont la notion a été introduite par l'acte 2 de la décentralisation, Raffarin, en 2003. Moi, je suis tout à fait hostile à l'expérimentation législative, même très encadrée comme on l'envisage aujourd'hui. Je reste attaché à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi est l'expression de la volonté générale, la loi. Donc elle est une sur l'ensemble du territoire. Bien entendu, ça n'empêche pas de la changer si on la trouve mauvaise, de la différencier dans la loi elle-même si on pense qu'il y a des actions positives à réaliser sur la base de tel ou tel critère, mais je suis contre l'expérimentation, notamment ce qui est envisagé, l'expérimentation régionale. Sur la question vaste posée, qu'est-ce que c'est que des valeurs de gauche et de droite, ce n'est pas par rapport à la gauche et la droite que je définirais des valeurs pour ma part, mais par rapport à la République. Qu'est-ce que c'est que des valeurs républicaines et quel sens ça a dans le cadre de la fonction publique? Alors on peut se situer à deux niveaux. Moi, il me semble qu'on partage beaucoup les gens aujourd'hui par rapport à, par exemple, l'élection du président de la République au suffrage universel. Est-ce que l'on est pour? Est-ce que l'on est contre? Personnellement, je suis viscéralement contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça ne correspond pas à notre tradition, sinon la partie bonapartiste de notre tradition. Et ma référence en matière institutionnelle, c'est la Constitution de 1793, où les députés étaient élus tous les ans le 1er mai, pour un an renouvelable une fois. C'est un extrême et n'a jamais été appliqué, mais elle peut servir néanmoins de référence. Aussi, quelle position on prend sur la propriété publique, et ce qui rejoint notre projet. Est-ce qu'on peut avoir des services publics vastes, puissants, stables, sans qu'ils soient assis sur une propriété publique importante? C'est la question de la propriété publique ou de ce que j'appelle aujourd'hui l'appropriation sociale, en tirant la leçon de ce qui s'est passé à propos des nationalisations de 1982. Dans les années 70, on disait « là où est la propriété, là est le pouvoir ». Personne depuis n'a dit que cette formule était fausse, mais personne ne la réclame non plus. Je crois que notre situation d'aujourd'hui est caractérisée par un profond déficit idéologique. Ce dont on manque le plus, ce sont des idées de transformation sociale véritables. Et il y a eu à cet égard, me semble-t-il, au cours des dernières décennies, un véritable affaissement, y compris d'ailleurs, me semble-t-il, dans le monde syndical. Comme ancien fonctionnaire et comme ancien syndicaliste, je ne peux manquer de comparer la manière dont a été marqué le 30e anniversaire du statut de 46 et le 60e anniversaire du statut de 46. J'ai vécu les deux et je peux vous dire qu'il y a une grande différence. De même, lorsque je vois que la fonction publique, le ministère de la fonction publique, a été sous Wörth rattaché au ministère du Travail. Aujourd'hui, il est au ministère du Budget. C'est sans précédent. Jamais la fonction publique n'a été rattachée à un autre ministère
que le sien jusque-là, sans qu'il y ait aucune réaction, y compris syndicale. Lorsque je lis sous la plume d'un responsable syndical de la fonction publique, en réalité, le statut général des fonctionnaires, c'est la convention collective des fonctionnaires. Je trouve cela ahurissant. Je n'en veux pas à celui qui a écrit ça, simplement je prends acte d'un affaissement idéologique et un affaissement sur les principes qui est tout à fait dangereux et qui ouvre la voie précisément à cette indifférenciation entre les salariés du secteur privé et les salariés du secteur public. Je ne veux pas opposer l'un à l'autre. J'ai écrit dans un article de la revue du droit du travail en mars 2010 un article intitulé « Pour un nouveau statut des travailleurs du secteur privé ». Car je pense aussi qu'il faudrait travailler sur un statut des travailleurs du secteur privé, qui serait une sorte de corpus de droits et d'obligations centraux reconnus pour l'ensemble des travailleurs du secteur privé, et qui, à côté du statut général des fonctionnaires, leur donnerait des garanties beaucoup plus importantes qu'ils n'en ont aujourd'hui. Le problème serait alors de faire converger les deux positions statutaires, à la fois comparables, mais aussi différentes, car les intérêts servis dans un cas comme dans l'autre ne sont pas les mêmes, vers une amélioration progressive des deux parties, et dans la perspective, un jour, peut-être dans une autre époque, ce sera une autre histoire, d'une confusion des deux. Mais à mon avis, telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons. Oui, juste par rapport à la réponse sur la question du débat avec les associations d'usagers et les fonctionnaires, les syndicats de fonctionnaires, etc. Je crois que nous avons d'abord à avoir un bon débat chez nous, dans chacun des syndicats, dans chacun des endroits de la fonction publique, sur la qualité du service que nous rendons et dans quelles conditions nous le rendons. Ensuite, moi je pense qu'il y a effectivement ce lien avec les usagers à mettre en place. On l'a bien vu à la SNCF, là où on a les comités de ligne, ça fonctionne nettement mieux que là où on n'en a pas. Les comités de ligne existent. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que la cible, c'est celui qui détermine le niveau de service public. Le niveau de service public, c'est le politique qui le décide. Et attention à toute une partie de la population qui en est encore à croire que certains services publics seront toujours là. Tout ce qui est piscine, tout ce qui est bibliothèque, c'est le maire qui décide. Et on a vu notamment dans un certain nombre de collectivités qui à l'époque avaient été Front National, ce qu'on a fait avec les bibliothèques. Donc je crois qu'il ne faut pas partir de l'idée. Et lorsque vous lisez, par exemple, que encore récemment dans un journal où on dit dans le programme de 2012 de l'UMP, c'est bel et bien la redéfinition de la puissance publique et de son rôle. Ça veut dire quoi derrière? On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire concentrer la puissance publique sur le régalien, sur la police, la justice, la prison, etc. Ce genre de choses. Et derrière, rien n'est acquis en termes de service public. Ne l'oublions jamais, rien n'est acquis. Et si vous voulez un exemple, on a une grande ville de Strasbourg, aux portes de Strasbourg, qui n'a toujours pas de bibliothèque, qui était à l'époque la deuxième ville du Bas-Rhin, qui s'appelle Schiltigheim, et qui n'a toujours pas de bibliothèque, et qui doit attendre que nous ayons un jour une bibliothèque. Ne croyons pas que les choses sont inéluctables comme cela. Le service public, c'est aussi une bataille. Si vous en êtes d'accord, moi ce que je vous propose, s'il n'y a plus de demande de trucs, c'est de faire notre pause, comme ça on est à peu près dans les délais, et ça nous permet de passer la parole à temps au prochain intervenant. Ça vous va? Alors petite pause de 20 minutes, c'est bon? Ok.